Donc Sophie, directrice développement du réemploi de Citeo. Citeo est-il besoin de présenter, éco-organisme, entreprise à mission, premier acteur français de la REP, emballage ménager. On le sait, l'axe de travail, c'est les 3 R, réduction, réemploi, c'est le sujet qui nous occupe, et recyclabilité. Votre rôle, Sophie, c'est d'accompagner le développement d'une offre de produits proposés en réemploi. Alors, tout d'abord, un point de contexte. Allez, les taux de réemploi des emballages ménagers, quels sont-ils ? Oui, c'est parti. Je vous présente. C'est succinct, mais il fallait que ça rentre aussi dans le programme. C'est pour poser les premiers éléments de bilan du réemploi des emballages ménagers aujourd'hui en France. Donc, je vais parler des taux globaux et faire des focus sur certains segments de marché. On parle beaucoup d'alimentaire avec le programme et la démarche Reuse. On va en reparler pendant toute la matinée. Mais il y a aussi du réemploi sur d'autres segments de marché. Et l'idée, c'est de vous partager certains éléments. Alors ça, tu l'as déjà dit. Le taux de réemploi, aujourd'hui, il a été à nouveau publié par l'Observatoire national auquel faisait référence Célia. On voit que sur les emballages ménagers, on a évidemment un taux de réemploi global, tout emballage confondu. Là, on fait un focus sur les emballages ménagers. Il était à 1,48% en 2023. Il a été republié à l'automne à 1,59% pour 2024. Donc on voit qu'il est en progression. On voit qu'il est en progression. Il est quand même néanmoins derrière l'objectif réglementaire, puisque cette trajectoire qui nous amène à 10% en 2027, pour 2024, elle était fixée à 6% pour toutes les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Donc la marche augmente, mais elle n'augmente pas suffisamment rapidement pour atteindre l'objectif réglementaire, avec un taux de réemploi. Toutes ces données sont extraites de la plateforme de l'Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Donc n'hésitez pas à vous balader sur la plateforme et à utiliser les chiffres qui sont en accès libre. On a beaucoup d'économas avec les sacs de caisse et la boisson, évidemment, qui drive ce taux de réemploi. J'avance parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que le taux augmente, mais qu'il augmente insuffisamment rapidement par rapport à la trajectoire nationale, d'où l'importance de continuer à avoir des dynamiques sectorielles pour entraîner les chiffres vers le haut. Alors, je vais faire comme ça. L'une de nos actions phares, c'est de permettre, par le biais d'un financement et aussi d'un appui technique aux acteurs, de développer des projets de réemploi, seuls ou en consortium. Et donc, on a un appel à projet qui s'appelle « Encore plus de réemploi », qui est publié chaque année et qui permet donc à un certain nombre de nos clients de porter des projets. Là, on vous a mis les chiffres des projets retenus et validés dans le cadre de cet appel à projet. On avait 144 projets la première année, ce qui était déjà un petit exploit en soi, puisqu'il fallait vraiment que tous les acteurs se mobilisent. On a fait un énorme bond en 2024 avec 228 projets financés cette année-là. Et on est encore en train de d'éplucher les dossiers de candidature pour l'année 2025. Ça se stabilise. Donc on reste sur une dynamique qui est très forte, avec donc une opportunité qui est vraiment saisie par les industriels, les distributeurs, les points de vente associés à toutes les marques. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. On a un dynamisme qui se confirme. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours une grande majorité de ces projets qui sont portés directement par les industriels, donc ceux qui fabriquent et qui commercialisent les produits. C'est une bonne nouvelle parce qu'on est vraiment convaincu que c'est le point de départ pour embarquer l'ensemble de la chaîne, évidemment les points de vente, mais surtout la boucle de réemploi, tout ce qui va être collecte, tri, lavage, récupération de ces emballages, avec toujours de la R&D aussi qui s'accompagne sur certains sujets. Je vais pouvoir y revenir. Donc deux bonnes nouvelles, hein. La dynamique est toujours là, elle se confirme en 2025 et on a vraiment une prise en main directement du sujet par les metteurs en marché pour travailler sur leurs produits et sur des alternatives à l'usage unique.
Maintenant, si on regarde la mobilisation des différents secteurs de marché, on l'a vu dans le taux de réemploi, ça se confirme, hein, nous, sur nos candidatures et sur les projets portés. On a une très grosse représentativité de la boisson. Ce n'est pas une grande surprise. On a néanmoins aussi beaucoup de projets en alimentaire, hors boisson, des projets en non alimentaire, tout ce qui va être cosmétique, soins, hygiène. Des projets de la restauration, à quoi vont s'ajouter des projets portés directement par les collectivités locales. On a un AMI qui s'adresse aux collectivités locales et qui joue un rôle clé dans la mobilisation des restaurateurs sur les territoires. On a une trentaine de projets par l'AMI collectivité, et puis des projets mixtes qui peuvent mélanger alimentaire et non alimentaire. Ensuite, il n'y a pas vraiment de région de France qui soit on va dire, en berne ou en retard. Il y en a certaines qui sont quand même beaucoup plus dynamiques. Hein, vous voyez dans les Hauts-de-France, dans l'ouest de la France, et aussi dans le quart sud-est, pardon. Et globalement, beaucoup de projets qui aujourd'hui maintenant ont une portée nationale. Portée nationale, pour nous, c'est au moins 2 régions qui vont être concernés par un projet. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. On passe de boucles locales à des boucles qui ont vraiment une ambition de se développer plus largement sur tout le territoire. Si on regarde maintenant pour l'ensemble de ces catégories de candidatures, les types de réemploi, donc il y a 3 types de réemploi au regard de la loi. Le préemballé, ce qu'on va appeler la consigne, qui est toujours majoritaire dans nos projets. Le vrac, lorsqu'il est associé à une solution d'emballage réemployable pour le consommateur. Et puis les systèmes de recharge qui sont aussi présents, et vous verrez beaucoup plus pour le non-alimentaire. Et ensuite, en termes de typologie de projet, nous, on peut financer un certain nombre de projets très différents, hein, que ce soit de l'étude, de la préfiguration, de l'étude ACV, de la modélisation économique qui permet aux industriels d'envisager les solutions et de les évaluer les unes par rapport aux autres. Beaucoup d'expérimentation, beaucoup de passage à l'échelle. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Passage à l'échelle, ça va être de l'investissement dans des emballages, de l'investissement dans des lignes de conditionnement adaptées au réemploi. Donc on est sur des actions qui ne portent pas leurs fruits à très court terme, mais qui présagent d'avoir bientôt une contribution à ce passage à l'échelle. De la R&D, portée notamment par les opérateurs de réemploi, toujours en collaboration avec les industriels, et puis des campagnes de communication. Célia l'a mentionné, il faut qu'on embarque le consommateur, absolument, il faut qu'on lui explique, et il faut qu'on le rassure sur la solution de réemploi. Alors Sophie, zoom sur 3 secteurs, les produits frais, les cosmétiques et le e-commerce. Oui, parce qu'on reparlera beaucoup de l'alimentaire tout à l'heure avec la table ronde sur reuse. Je commence avec les produits frais. Produits frais, donc qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de projets portés en consortium. Donc vraiment, les acteurs se parlent, les acteurs se regroupent pour travailler ensemble. Sur les produits frais, on va avoir pas mal de projets pour remplacer ce qu'on appelle l'économa, donc les barquettes en plastique à usage unique qui sont utilisées directement par des distributeurs pour préparer les produits qui sont présentés, de la viande, des poissons, du traiteur également. Donc pas mal d'exploration sur des alternatives, avec notamment des barquettes en inox. On a aussi beaucoup de consortiums, notamment celui qui est au niveau européen et que l'on appelle RIPAC, pour tester un certain nombre de produits frais, aussi produits d'épicerie, avec des seaux pour les chips, par exemple. Donc on va vraiment explorer des domaines totalement inconnus et qui semblent fonctionner pour le consommateur. Des consortiums également sur le vrac, avec une coalition qui s'appelle Défi Vrac et qui teste des produits frais en vrac. Donc là aussi, pareil, on est sur des territoires assez nouveaux. Mobilisation également des fédérations professionnelles par le biais d'études. Donc ça, c'est toujours bon signe quand les fédérations aussi commencent à se mobiliser, parce que derrière, c'est vraiment le présage ou la promesse d'avoir encore une fois des actions collégiales, des actions sectorielles. Voilà pour le produit frais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup de préemballés. Ça se confirme en 2024. Donc, les chiffres en rose, c'est 2023. En vert, c'est 2024. Beaucoup de préemballés. Un petit peu de vrac, comme je vous le disais, avec la coalition Défi Vrac. Et puis en termes de typologie de projet, on va avoir encore pas mal d'études, des expérimentations,
un petit peu de passage à l'échelle et de la R&D, ça confirme que les acteurs cherchent le modèle. Ils veulent craquer, ils veulent comprendre quelle est la meilleure manière d'avancer et d'intégrer les produits frais dans des solutions de réemploi. Voilà, c'est rapide, mais j'espère que ça vous donne une petite idée de ce qui se trame dans ce secteur. Focus sur la cosmétique. C'est parti. Sur la cosmétique, on a aussi encore beaucoup de coalitions. Donc ça, c'est déjà le premier indicateur positif. Des coalitions en vrac avec Pharma Recharge, où vous avez plusieurs marques qui se sont regroupées pour tester des fontaines pluriproduits. On va avoir une dizaine de produits qui sont présentés sous forme de fontaines, associés à un flacon qui, lui, est standardisé et mutualisé entre toutes les marques pour que les consommateurs puissent acheter comme ça leurs produits de quotidien, je ne sais plus exactement quel est le terme, du pré-emballé également, avec donc des acteurs qui testent des pots ou des flacons qui seront ensuite récupérés pour être nettoyés, avec évidemment de la R&D sur le nettoyage, puisqu'aujourd'hui on est encore en train d'explorer et de connaître les conditions favorables au lavage et à la remise en conditionnement d'emballage de la cosmétique. Des apporteurs de solutions, donc plutôt sur le lavage et sur des meubles de présentation pour le vrac. Et cette tendance, donc vraiment avec beaucoup de projets, on a quasiment triplé entre 2023 et 2024. Donc avec des acteurs qui se mobilisent beaucoup sur le pré-emballé, sur la recharge, sans grande surprise, notamment pour tout ce qui est hygiène et donc produits avec recharge, du vrac également. Donc je dirais que c'est un secteur où aujourd'hui tous les jeux sont encore ouverts, où il y a beaucoup de contributions possibles pour augmenter le réemploi. Et pareil, en termes de type de projet, on a encore beaucoup d'études, des expérimentations et un petit peu de passage à l'échelle. Donc encore une fois, de l'investissement avec la promesse d'avoir plus d'impact direct sur le taux de réemploi dans les mois et dans les années à venir. Exactement, on en parlera tout à l'heure lors de la séquence dédiée à la coalition Ricosme. Focus sur le e-commerce, Sophie. Et oui, on termine avec le e-commerce. Le e-commerce avec beaucoup d'acteurs qui se mobilisent sur différentes étapes de la boucle. Sur le e-commerce, on ne va pas se mentir, l'alternative qui est du carton à usage unique est très performante. Donc, on a beaucoup d'explorations sur quel est l'emballage exactement qui va faire le même job, voire mieux. Donc, on a encore beaucoup de tests, des emballages en tissu, des emballages en plastique plus épais. Certains essayent même aussi du carton réemployable. On a aussi beaucoup de questionnements sur comment faciliter le geste retour du consommateur. Aujourd'hui, côté usage unique, il doit mettre dans le bac jaune. Donc c'est vraiment très simple. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur la simplification de ce geste. Du coup, pas mal de projets sur des nouveaux meubles de collecte dans des lieux de passage, des solutions pour renvoyer par la poste l'enveloppe vide. Et puis également des solutions de tracking pour mieux comprendre en fait le comportement et la manière dont le consommateur utilise aujourd'hui les emballages et tenter de lever les freins qui sont principalement la praticité pour le consommateur et puis le coût pour les industriels quand ils le comparent au carton à usage unique. Ouais, merci Sophie pour ce tour d'horizon. Oui, on voit la dynamique, effectivement, c'est synthétique, mais on prend effectivement les infos et déjà, on peut essayer de tirer une leçon. Quels sont les enseignements de toute cette dynamique? Alors, les enseignements, c'est surtout des questions qui sont en cours, je ne vais pas vous mentir. Beaucoup de questions sur les emballages cibles, sur la bouteille. Et sur le pot en verre, il n'y a pas vraiment de sujet. On sait où on va reparler tout à l'heure avec Reuse. Sur tout le reste, pour les produits frais, on en a parlé, des tests sur la compatibilité des matériaux avec des usages répétés. Pour l'inox, ça fonctionne. Pour les résines plastiques, il y a encore des tests à mener. De notre côté, on mène aussi des travaux justement sur le développement des standards et on intègre des tests sur la réemployabilité des résines plastiques. Des réflexions aussi sur les formats. Tout à l'heure, je vous ai parlé du seau en PP pour les chips. C'est un produit qui a fait son apparition il y a quelques mois et que le consommateur a pu découvrir. Et certains l'ont même adopté. Donc, on est encore sur une palette large de formats à étudier.
Et puis, derrière toutes ces solutions de réemploi, il y a des enjeux économiques, évidemment, pour que les industriels puissent y aller à grande échelle et que ça se déploie. Il faut qu'il y ait un modèle. Et pour qu'il y ait un modèle, il faut aller chercher des économies. Là où on peut, ça passe souvent par la mutualisation, donc la standardisation des emballages fait partie des leviers. Citeo ainsi que les autres éco-organismes mènent des travaux pour avancer sur une gamme d'emballages standardisés. J'ai vu que vous en aviez un échantillon dans le hall d'accueil pour présenter. Vous pouvez aussi les découvrir sur notre stand. On aura un échantillon effectivement de Herker tout à l'heure, mais en tout cas on en reparle durant la séquence Reuse. Ça marche. Et alors je termine sur la partie consommateur. Peut-être des lieux communs pour les gens qui commencent à explorer le réemploi. Néanmoins, c'est mieux de le dire. On a besoin de faire beaucoup de pédagogie. Au final, on est assez peu nombreux à manipuler ce concept au quotidien. Il faut expliquer, il faut rassurer le consommateur sur cette nouvelle manière de transporter et de consommer les produits. Il faut vraiment penser utilisateur à chaque fois que l'on développe des solutions. Ça veut dire comment est-ce que le consommateur va devoir restituer son emballage, comment il va pouvoir récupérer son montant de consigne également. A priori, il n'y a pas d'a priori des consommateurs sur les différents matériaux, ce qui est plutôt positif. Ça permet d'envisager aussi des alternatives en plastique qui sont plus légères, qui sont moins cassantes aussi, moins fragiles que le verre. Et enfin, on le sait, la fréquence d'achat va avoir un impact direct sur, on va dire, la facilité du réemploi. Lorsque c'est un produit que vous renouvelez régulièrement dans vos placards, vous êtes plus prompte à pouvoir l'associer à un geste retour qui lui aussi doit être régulier. Bon, on en a beaucoup parlé, hein, les freins et les leviers, rendre fluide le geste retour, ça c'est vraiment le parcours consommateur, c'est central. Il faut pour faciliter cet aspect-là, embarquer toutes les équipes qui sont en lien avec le consommateur. Ça veut aussi dire les points de vente et les magasins. Proposer un montant de consigne qui soit clair, qui soit acceptable. Pour information, il y a aussi la commission de consignation qui travaille à mettre à jour les montants de consigne réglementaires, puisqu'il y a un décret qui datait des années 90 qui définit ces montants de consigne. Et mettre en place une boucle aval, donc des process de lavage qui soient totalement fiables. C'est une garantie indispensable pour les industriels et évidemment pour les consommateurs également. Bon, je vous l'ai mentionné, on travaille sur la réemployabilité des emballages et notamment des résines plastiques en partenariat avec IPC et le CTCPA. Citeo travaille également à l'élaboration d'une feuille de route lavage. Ça veut dire vraiment sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects d'implantation géographique et faire correspondre le capacitaire de lavage en France avec le gisement potentiel des emballages. Et puis on en reparlera. La démarche Reuse permet de créer un terrain d'exploration très spécifique pour les emballages alimentaires. J'avais juste un mot de conclusion. Tout ça, c'est à retrouver sur nos guides, nos fiches disponibles sur le portail client. Et il est impératif, lorsque vous vous lancez dans une démarche, de pouvoir bien anticiper une équipe projet. C'est pas qu'un sujet emballage, à vrai dire. Il faut vraiment embarquer tout le monde, et l'industrie, et le marketing, et les acheteurs, et les responsables produits. Il y a vraiment tout un écosystème à aller embarquer, ne serait-ce que déjà au sein de votre entreprise. Identifier le bon type de réemploi. Certaines entreprises font le choix de tester plusieurs choses en parallèle. C'est pas nécessairement la meilleure solution. Donc ça, c'est important de se poser la question, ainsi que les produits adaptés. Je vous ai parlé de la fréquence d'achat et du taux de renouvellement qui est plutôt favorable. Il y a d'autres questions à se poser. J'en dis pas plus. Les éléments détaillés sont disponibles sur nos outils. Merci pour votre attention. Merci Sophie, on peut l'applaudir. Effectivement, une démarche collective, c'est tout le sens des Assises nationales du réemploi des emballages.